Imagine un monde qui était tellement étranger aux yeux des Européens que même les chroniqueurs les plus expérimentés avaient du mal à le décrire. En novembre 1119, Tenochtitlan, le cœur rayonnant de l'empire aztèque, apparaissait à l'aube comme une vision d'une autre époque. Les digues qui reliaient la ville au continent disparaissaient dans une brume légère qui s'élevait du lac Texcoco. Pour une jeune noble de Tlaxcala, âgée d'à peine 15 ans et destinée à être offerte en tribut, ce chemin ne signifiait pas seulement le passage d'un endroit à un autre, mais l'entrée dans un univers dont les règles et les significations ne lui seraient révélées que progressivement. Dans ce monde, la religion, le pouvoir et la physicalité se confondaient en un ordre cosmique qui fut plus tard interprété par les conquérants espagnols comme une preuve de démonisme, un jugement qui en dit plus long sur les Espagnols que sur les Aztèques. L'odeur de la résine de copal flottait sur la ville et se mêlait à la lourdeur métallique du sang provenant des rituels sacrificiels de la veille. Avec plus de 200 000 habitants, Tenochtitlan était plus grande que n'importe quelle ville européenne de l'époque. Le palais du souverain Moctezuma II s'élevait comme un cosmos à part entière, composé de temples, de cours et de plus de 3000 pièces. Pour les Aztèques, Moctezuma n'était pas simplement un monarque. Il était le porte-parole des dieux, le Hueytlatoani, dont les décisions et le corps servaient de pont entre le monde divin et le monde terrestre. Ce rôle a façonné sa sexualité autant que sa politique. Ce que les chroniqueurs européens décrivaient comme une débauche insatiable était pour l'Empire aztèque un principe religieux fondamental. Moctezuma II prit ses fonctions en 1502, une date que les prêtres indigènes considéraient comme très sensible, car d'anciennes prophéties annonçaient qu'en l'an, un roseau, soit 1519, un dieu ou un être divin reviendrait de l'Est. Moctezuma était profondément marqué par ces prophéties qui imprégnaient toute sa vision du monde. Les Aztèques ne considéraient pas la sexualité comme une affaire privée, mais comme une manifestation de l'énergie divine, le Teotl, qui animait l'univers et en consolidait l'ordre. La sexualité et l'équilibre cosmique formaient une unité, et le corps de Moctezuma était considéré comme la source de cette force. Afin de pouvoir remplir cette fonction, le souverain entretenait une structure complexe de maisons pour femmes, souvent décrites dans les sources européennes comme des harems. Mais ce mot ne rend guère compte de la profondeur religieuse, politique et sociale de ce système. Il existait différentes catégories de femmes: les épouses royales, les princesses alliées, les compagnes formées au culte et les jeunes femmes issues de territoires tributaires, dont la sélection était soumise à des règles strictes. Pour de nombreuses familles, confier une fille au palais n'était pas une tragédie, mais une chance d'acquérir un statut, une influence ou un prestige spirituel. La sélection était effectuée par des inspectrices qui évaluaient non seulement la beauté, mais aussi la pureté rituelle. Dans la cosmologie aztèque, l'énergie virginale était considérée comme extrêmement puissante, apte à nourrir les dieux ou à charger les rituels sacrés. Les Espagnols qui entrèrent dans la ville furent bouleversés par ce qu'ils virent. Bernal Díaz del Castillo décrit le palais de Moctezuma comme un labyrinthe de cours, de jardins, de temples et de maisons pour femmes. Mais l'horreur des Espagnols ne venait pas seulement du nombre de femmes, mais aussi de la signification religieuse qui sous-tendait ce système. Pour les conquérants chrétiens, la sexualité et la sainteté étaient incompatibles, et l'idée que les actes sexuels puissent faire partie de rituels religieux leur semblait être la preuve de l'œuvre du diable. Il est ironique que les mêmes hommes qui écrivaient sur les débauches aztèques aient pris un grand nombre de femmes indigènes pour leur propre satisfaction, une contradiction que leur rapport dissimule soigneusement. L'ordre sexualisé de l'Empire aztèque n'était toutefois pas l'expression d'une démesure, mais d'une obligation cosmique. Le souverain était considéré comme le porteur d'une essence divine qui devait être renouvelée et distribuée par des rituels. Cette idée se retrouve dans d'innombrables sources,
notamment dans le Codex florentin, rédigé sous la direction du franciscain Bernardino de Sahagún, en étroite collaboration avec des érudits indigènes. Il y est décrit que la semence de Moctezuma était considérée comme porteuse d'énergie divine, une idée si étrangère aux Européens qu'elle n'a généralement été transmise que sous une forme déformée. Mais cet ordre était déjà instable en soi, déchiré entre les attentes prophétiques et la réalité politique. Lorsque les Espagnols arrivèrent en 1119, des hommes à la peau claire, barbus, armés de fer et accompagnés d'animaux étranges, Moctezuma interpréta leur apparition à la lumière des anciennes prophéties. Cette rencontre entraîna non seulement l'effondrement d'un empire, mais aussi l'éradication presque totale de ces conceptions culturelles et sexuelles du monde par la violence coloniale qui s'ensuivit. Lorsque Moctezuma II monta sur le trône en 1102, il hérita d'un empire qui était maintenu non seulement par la puissance militaire, mais aussi par un réseau complexe d'obligations religieuses, de mécanismes de tribus et d'attentes cosmiques. Les « guerres des fleurs », souvent décrites en Europe comme des rituels sanguinaires barbares, remplissaient plusieurs fonctions à la fois. Elles servaient à mettre à l'épreuve les jeunes guerriers, à confirmer symboliquement le pouvoir hégémonique et à garantir les sacrifices pour les cérémonies religieuses. Mais un autre aspect est souvent négligé dans les nombreux rapports européens. Les guerres régulaient également l'afflux de jeunes femmes qui étaient amenées au palais en tant que tribus. Cette obligation de tribu était soumise à des critères stricts. Les filles devaient être âgées de 13 à 18 ans, physiquement intactes et, surtout, elles devaient faire preuve d'une pureté rituelle qui était vérifiée par des rituels spécifiques. Pour les chroniqueurs européens, cela semblait être un acte cruel d'arbitraire étatique. Mais pour de nombreuses familles aztèques, en particulier celles des villes alliées ou tributaires, la remise d'une fille pouvait représenter une ascension sociale. Lorsqu'une jeune femme emménageait au palais, sa famille avait accès à des ressources, à une protection et à un capital symbolique. Certaines mères vantaient délibérément les mérites de leur fille dans l'espoir qu'une alliance avec la maison royale améliorerait leur propre statut. L'organisation des harems de Moctezuma était aussi complexe que la structure politique de l'empire lui-même. Il y avait des épouses à part entière, issues de familles nobles importantes, dont les enfants pouvaient être des héritiers légitimes. À côté d'elles, il y avait des femmes que l'on pourrait décrire comme des compagnes formées au culte. Elles étaient formées à la musique, à la danse, à la poésie et à certaines formes rituelles de sexualité. Les Espagnols les qualifiaient souvent de « prostituées sacrées » dans leur langage teinté de moralité, bien que cette désignation ne rende justice ni à la fonction religieuse, ni au statut social de ces femmes. Le groupe le plus important était constitué de concubines issues de territoires tributaires ou sélectionnées à l'issue de processus de sélection interne. Chacun de ces groupes remplissait un rôle cosmologique différent. La conception aztèque de la sexualité était étroitement liée à l'idée de cycle, renaissance, transformation, renouveau. C'est pourquoi il existait des rituels de restauration de la pureté qui semblaient aux observateurs européens être l'incarnation même de la tromperie païenne. Des herbes spéciales, des prières et des actes rituels étaient utilisés pour restaurer la virginité d'une femme au sens spirituel. Pour les Aztèques, l'intégrité physique était moins importante que la pureté rituelle, considérée comme une condition préalable à certaines tâches cultuelles. Cette vision a profondément horrifié les missionnaires espagnols et a ensuite été utilisée comme preuve de la dépravation de la religion aztèque, un récit qui a facilité la légitimation de la violence coloniale. Le rôle des Ahuilna, ces femmes qui participaient aux fêtes religieuses et accomplissaient des actes sexuels avec des guerriers ou des prêtres lors de certaines cérémonies, était particulièrement remarquable. Pour les Aztèques, il ne s'agissait pas d'une expression de plaisir personnel,
mais d'un devoir sacré. Ces rituels avaient pour but de renforcer la vitalité des dieux ou d'assurer le succès des entreprises militaires. Lorsque les soldats européens observaient de telles scènes, ils les interprétaient à travers le prisme familier de la morale chrétienne. À leurs yeux, toute forme de sexualité publique était une preuve de débauche et de paganisme. Mais la structure solennelle et rituelle de ces actes leur échappait ou était délibérément ignorée afin de dresser l'image d'un peuple moralement dégénéré. Moctezuma lui-même était au centre de ce système. Son corps était considéré comme un réceptacle de l'énergie divine, et chaque acte sexuel était considéré comme un acte d'importance cosmique. Le nombre de ses enfants, estimé entre 150 et 300 selon différentes sources, faisait partie de cette mission religieuse. Chaque enfant était affecté à une fonction en fonction des signes astrologiques, des rêves de la mère et de certaines caractéristiques rituelles. Certains étaient destinés au sacerdoce, d'autres à une carrière militaire, et certains étaient choisis comme futures victimes en raison de présages défavorables. Cette pratique semblait intolérable aux Espagnols et était utilisée comme preuve de la cruauté supposée du système aztèque. Mais le même processus de conquête qui a prétendument mis fin à cette cruauté a engendré une violence sexuelle d'une ampleur que l'Empire aztèque n'avait jamais connue. Avant que la catastrophe ne survienne, cependant, l'Empire a connu une période de consolidation rituelle et politique sous le règne précoce de Moctezuma. L'une des cérémonies les plus impressionnantes de cette époque était la fête de Toxcatl, au cours de laquelle un guerrier capturé jouait le rôle du dieu Tezcatlipoca pendant 1 an. Cette incarnation du dieu comprenait des vêtements somptueux, une adoration publique, une vie de luxe et 4 femmes considérées comme ses compagnes divines. Pendant toute cette année, le guerrier était traité comme un dieu vivant. Mais cet honneur menait à une fin prédéterminée. Le jour de la fête du Toxcatl, l'homme-dieu montait au temple, brisant une flûte à chaque marche, symbole des joies éphémères de la vie, et était finalement sacrifié pour achever le cycle divin. Les chroniqueurs européens ont réagi avec stupéfaction à ce mélange d'érotisme, de rituel et de mort. Le fait que Moctezuma lui-même ait participé à certaines de ces cérémonies, ou du moins y ait assisté, a encore plus stimulé l'imagination des Espagnols. Dans leur récit, un système religieux très complexe se transforma en un mélange bizarre de débauche et de superstition, une représentation qui fut utilisée en Europe pour présenter la conquête comme une libération légitimée par les dieux. Mais cette interprétation occulte la logique rituelle qui imprégnait la vie aztèque. Pour les Aztèques, la mort n'était pas une fin, mais une transition. La sexualité n'était pas un péché, mais une énergie, et le souverain n'était pas un tyran, mais un médiateur cosmique. En 1119, 2 conceptions totalement différentes de la morale, du pouvoir et de la physicalité se sont affrontées dans ce monde. Un choc qui allait non seulement renverser un empire, mais aussi anéantir tout son ordre symbolique. Lorsque Hernán Cortés fut conduit à travers les rues de Tenochtitlan le 8 novembre 1119, 2 mondes s'affrontèrent de front, et au centre de cette collision se trouvait Moctezuma II, avec tous ses rituels, ses peurs et ses obligations religieuses. Pour les Espagnols, le souverain était une énigme exotique, un homme qui oscillait entre la dignité impériale et une réserve presque mystérieuse. Pour les Aztèques, en revanche, il était un être mi-humain, mi-dieu, dont la sexualité était régie par des rituels au même titre que son règne. Lors de leur première rencontre, Moctezuma tenta de classer les étrangers envahisseurs dans son ordre mondial. Il offrit des cadeaux à Cortés, dont plusieurs de ses filles ainsi que des jeunes femmes issues de familles nobles. Cette offre n'était pas un acte de soumission personnelle, mais l'expression de la diplomatie aztèque. Les relations, tant politiques que cosmiques, étaient établies par les femmes. Mais Cortés refusa publiquement ce cadeau
en invoquant les principes chrétiens pour finalement l'accepter en secret. Les rapports de ces soldats montrent que ce schéma se répète sans cesse. Une morale chrétienne stricte en apparence, accompagnée d'une pratique quotidienne d'appropriation sexuelle des femmes indigènes. Pendant la captivité de Moctezuma dans les quartiers espagnols, l'étrangeté de ces deux mondes continua de croître. Malgré sa liberté de mouvement restreinte, les Espagnols lui permirent de poursuivre ses rituels religieux. Cela s'expliquait en partie par des calculs politiques, un empereur calme maintenait la stabilité de la ville, et en partie par la fascination. Les soldats observaient les cérémonies à distance, certains en secret, d'autres ouvertement. Leur réaction oscillait entre le dégoût, la curiosité et l'envie. À leurs yeux, la sexualité de Moctezuma était un spectacle absurde. Des maisons de femmes avec des hiérarchies strictes, des rituels d'union rituelle, des cérémonies dans lesquelles les actes sexuels étaient un acte de communication divine. Mais derrière leur condamnation morale se cachait une profonde fascination qu'ils pouvaient à peine admettre. Les Espagnols étaient particulièrement irrités par la conception aztèque selon laquelle les enfants étaient classés en fonction de signes cosmologiques. Les filles nées sous des signes astrologiques favorables pouvaient en devenir des compagnes rituelles ou des femmes d'alliance. Les garçons présentant certaines caractéristiques, telles que des taches de naissance ou des circonstances de naissance particulières, étaient considérés comme destinés aux dieux. La vision européenne du monde, marquée par la dogmatique chrétienne, ne pouvait comprendre cette logique. Mais pour les Aztèques, la vie faisait partie d'un plan divin, et chaque individu avait une destinée particulière, interprétée par les prêtres. Dans cette atmosphère de méfiance mutuelle et d'incompréhension culturelle, la ville était une poudrière. Les tensions ont finalement éclaté lors du massacre de Toxcatl en mai 1120, lorsque des soldats espagnols ont commis un carnage pendant une fête religieuse, détruisant définitivement la relation entre Moctezuma et son peuple. Cet événement a marqué le début d'une période chaotique au cours de laquelle le souverain était de plus en plus perçu comme une marionnette des envahisseurs. La mort de Moctezuma en juin 1120, dont les circonstances restent controversées à ce jour, marqua la chute de tout le système qu'il incarnait. Certains affirment qu'il fut lapidé par son propre peuple parce qu'il s'était trop engagé auprès des Espagnols. D'autres sources, notamment indigènes, suggèrent qu'il fut assassiné par les Espagnols, qui n'avaient plus besoin de lui. Quoi qu'il en soit, sa mort marqua la fin d'une époque où sexualité, religion et pouvoir étaient inextricablement liés. Mais alors que le système de Moctezuma s'effondrait, un nouveau chapitre de violence sexuelle s'ouvrait, dépassant de loin l'ampleur des pratiques aztèques. Lorsque Tenochtitlan tomba en 1521, après des mois de siège, les troupes espagnoles perdirent tout contrôle. Les rapports sur les jours qui suivirent font état de viols, d'enlèvements et de mauvais traitements systématiques. Cette explosion de violence sexuelle fut encore aggravée par les alliés indigènes, en particulier les Tlaxcaltèques, qui avaient dû payer un tribut à l'empire aztèque pendant des générations et voyaient désormais l'occasion de se venger. Un rapport Nahua anonyme rapporte « Ils ont aligné les jeunes femmes, celles à la peau claire, les belles. Ils les ont choisies comme on choisit des fruits. Les femmes qui avaient été préservées pour les dieux ont été violées dans la boue de notre ville mourante. » Cette déclaration montre non seulement l'ampleur des souffrances, mais révèle également à quel point l'ordre sexuel de l'Ancien Empire a été supplanté par la violence coloniale. Alors que les Espagnols décrivaient dans leurs écrits les rituels aztèques comme l'expression de la perversion et de la cruauté, ils ont eux-mêmes créé un système qui privait systématiquement les femmes et les filles de leurs droits. Les encomiendas, attribution de terres aux colons espagnols, ont conduit à l'utilisation effective des femmes indigènes comme ressources sexuelles et de main-d'œuvre. Les prêtres qui condamnaient l'ancien système
abusaient souvent eux-mêmes des enfants dans les missions. L'indignation morale servait avant tout à légitimer leur propre violence. Mais malgré la violence et la destruction, le monde aztèque n'a pas simplement disparu. Il s'est transformé. Beaucoup de femmes qui vivaient autrefois dans les palais de Moctezuma ont été contraintes de vivre dans des foyers coloniaux, où leur beauté ou leur statut les rendait soit des concubines convoitées, soit des marginales stigmatisées. Certaines ont été mariées à des soldats espagnols, d'autres ont été emmenées comme esclaves. D'autres encore ont trouvé refuge dans des villages isolés et ont transmis secrètement à leurs filles leur connaissance des rituels et de la cosmologie. En ce sens, une partie de l'ancienne logique sexuelle a survécu, non plus en tant que système étatique, mais en tant que mémoire cryptée dans les corps et les récits des femmes indigènes. Aujourd'hui, grâce à la recherche génétique moderne, nous savons à quel point cette violence est profondément inscrite dans l'ADN de l'Amérique latine. La proportion écrasante de lignées mitochondriales indigènes, combinée à la paternité européenne, ne laisse guère de doute. L'ordre colonial était marqué par une exploitation sexuelle massive. La légende du sombre et barbare empire aztèque servait à relativiser sa propre brutalité. Après la chute de Tenochtitlan, un réaménagement radical du monde incarné par Moctezuma II a commencé. Ces palais, autrefois gardiens d'un ordre cosmique, ont été pillés ou démolis. Les temples avec des symboles phalliques ou vulvaires ont disparu sous les fondations des églises coloniales. Les manuscrits qui reliaient les rituels, la sexualité et la mythologie ont été brûlés, souvent par les mêmes prêtres qui se sont plaints, dans leurs rapports ultérieurs, de la prétendue dépravation des Aztèques. La destruction de la culture matérielle allait de pair avec la destruction des structures sociales et sexuelles qui avaient soutenu l'Empire pendant des siècles. Mais même si les chroniqueurs espagnols se sont présentés comme les vainqueurs moraux, un examen plus approfondi révèle une autre image. La société coloniale qu'ils ont établie était elle-même fondée sur la violence sexuelle systématique. L'idée de pureté du sang, qui a ensuite façonné les conceptions castillanes de la hiérarchie, était indissociable de l'exploitation sexuelle dans le Mexique colonial. Les enfants issus de relations entre des hommes espagnols et des femmes indigènes ont reçu de nouvelles appellations, mestizo, castizo, mulatto, qui non seulement marquaient des catégories sociales, mais reflétaient également le degré d'appropriation de la féminité indigène par la puissance coloniale. Les études ADN modernes confirment ce schéma. La grande majorité de la population mexicaine actuelle a des lignées maternelles indigènes et paternelles européennes. Les chiffres sont si clairs qu'ils seraient difficilement explicables sans la politique de violence coloniale. Ce fait nous amène à une vérité dérangeante. La supériorité morale revendiquée par les sources espagnoles reposait sur une distorsion délibérée. Ils ont présenté l'ordre aztèque comme sexuellement débauché et rituellement pervers, afin de faire apparaître leur propre domination comme nécessaire et voulue par Dieu. Dans le même temps, ils se sont servis sans vergogne des corps des femmes indigènes, les classant comme tribus, butins ou épouses, au sens colonial du terme. Dans les missions, les encomiendas et les garnisons, les femmes ont été systématiquement abusées. Cette violence a marqué la société coloniale plus durablement que n'aurait pu le faire n'importe quel rituel aztèque. Il n'en reste pas moins important de ne pas considérer le système de Moctezuma à travers le prisme de la distorsion coloniale. La logique sexuelle et sacrificielle aztèque s'inscrivait dans une cosmologie cohérente qui définissait la relation des hommes aux dieux, à la nature et à l'histoire. Dans cette cosmologie, la sexualité n'était pas synonyme de honte, mais d'énergie. Les sacrifices n'étaient pas une punition, mais une transition, et la domination ne signifiait pas seulement le contrôle politique, mais le maintien d'un équilibre sacré. Ce système était sans aucun doute dur, souvent cruel et profondément hiérarchique, mais il n'était ni chaotique ni pervers, comme le prétendent les rapports espagnols.
C'est précisément pour cette raison qu'il vaut la peine de repenser le récit historique. Pendant des siècles, les sources espagnoles ont constitué le cœur de l'historiographie et ont mélangé observation et propagande. Seules des études indigènes modernes, des découvertes archéologiques et une lecture plus critique des textes coloniaux permettent aujourd'hui d'avoir une image plus nuancée. Des historiennes telles que Camilla Townsend ou Inga Clendinnen ont montré que Moctezuma ne doit pas être considéré uniquement comme un souverain autocratique, mais comme le produit d'un ordre religieux qui faisait de lui un rituel vivant. Sa sexualité n'était pas une affaire privée, mais faisait partie de la théologie d'État. Son harem n'était pas un lieu de débauche, mais une forme institutionnalisée d'énergie cosmique. Cette vision échappe aux catégories morales telles que bien ou mal. Il s'agit d'un système cohérent au sein de sa propre vision du monde, et c'est précisément pour cette raison qu'il est si inaccessible aux Européens. Mais l'histoire du conflit entre les Aztèques et les Espagnols montre encore autre chose. Les systèmes d'exploitation sexuelle ne disparaissent pas avec le changement de pouvoir. Ils changent simplement de forme et de justification. Ce qui était autrefois sanctionné par la prophétie divine a ensuite été légitimé par la mission chrétienne, la hiérarchie coloniale ou l'idéologie raciale. Aujourd'hui encore, il existe des variantes modernes de ces structures, traite des êtres humains, mariage forcé, esclavage sexuel. Les justifications religieuses ont peut-être disparu, mais les schémas persistent. Le pouvoir instrumentalise le corps tant que les systèmes sociaux le permettent. Lorsque nous examinons cette histoire, nous devons nous demander ce que nous voulons vraiment en retenir. Moctezuma II croyait que son corps était le réceptacle qui maintenait la stabilité de l'univers. Les Espagnols croyaient que leur mission était divine et justifiait toute forme de violence. Les deux systèmes utilisaient les femmes comme moyen d'exercer leur pouvoir. Les deux considéraient la sexualité comme un outil permettant d'atteindre des objectifs politiques ou religieux. Et tous deux ont causé des souffrances qui se sont perpétuées pendant des générations. C'est précisément pour cette raison qu'il est important de discuter ouvertement de ces questions. La sexualité historique est souvent moralisée ou sensationnalisée, mais derrière cela se cachent des structures de pouvoir, de violence et d'idéologie qui ont encore un impact aujourd'hui. S'y intéresser ne signifie pas condamner les cultures du passé, mais comprendre comment les sociétés fonctionnent lorsque les corps deviennent des outils d'ordre politique. Si tu souhaites approfondir ces zones d'ombre historiques, soutiens cette chaîne. T'abonner aide énormément à rendre possible d'autres recherches et récits approfondis. Moctezuma est mort il y a plus de 500 ans, mais le monde qu'il a façonné continue d'avoir un impact. Non plus dans les cérémonies religieuses ou les complexes palatiaux, mais dans les structures tacites qui déterminent encore aujourd'hui quels corps ont de la valeur, quelle voix compte et quel récit légitimant le pouvoir. Les Aztèques n'ont pas simplement disparu. Une partie de leur monde vit dans les mythes, dans la culture, dans les traces génétiques et surtout dans les symboles du pouvoir et de la sexualité qui continuent de façonner nos sociétés aujourd'hui. En fin de compte, l'histoire de Moctezuma nous révèle une vérité dérangeante. Les trônes peuvent être faits d'or ou de pierres brisées, ils peuvent avoir une justification religieuse ou politique, mais ils restent toujours vides si leur pouvoir repose sur le contrôle d'autres corps. Son monde a disparu, mais les systèmes d'exploitation qu'il incarnait, tout comme ses conquérants, ont survécu au fil des siècles. Et c'est peut-être là que réside la leçon la plus importante de ce passé.